Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint notre atelier. On va essayer de vous préparer à la réponse à un appel à projet. Vous nous direz si on a réussi ou pas notre mission. Peut-être qu'on peut commencer. Alors, on va se présenter brièvement. Donc, je suis Bérangère Couturier. Je coordonne la recherche en soins sur le GHU Henri Mondor à la PHP. Et ma collègue. Donc moi je suis Valérie Loiseau et je coordonne la recherche en soins sur le GHT Yvelines Nord. Ce qu'on vous propose, dans un premier temps, c'est qu'on fait un petit topo sur l'appel à projet. En gros, qu'est-ce qu'on entend par appel à projet? Quel type d'appel à projet on peut être amené à rencontrer, auquel on peut répondre? Et après, on fera un petit travail pratique en sous-groupe. Finalement, essayer de décortiquer ce processus recherche. Et on mettra en commun et puis on fera deux retours d'expérience sur une réponse à un appel à projet. Par contre, il faut qu'on passe les slides. Sur quelques notions. Valérie, ouais. D'accord. Alors, quelques finalités. Répondre à un appel à projet, on peut répondre en tant que porteur de projet, comme vous l'avez dit, ou co-investigateur. On peut aussi accompagner les professionnels quand on est coordonnateur au sein d'un CH, d'un CHU. Et on peut aussi expertiser un projet, comme ça a été vu ce matin, être sollicité pour l'expertise, donc soit au niveau de la discipline, soit au niveau de la méthodologie. Et puis on peut être rapporteur dans le cadre d'un appel à projet, ce qui a été vu aussi ce matin. Dans le cadre du jury PHRIP. On a juste mis une définition d'appel à projet. En gros, on a aussi dans cet intitulé, finalement, les réponses auxquelles on doit répondre en tant que porteur de projet. Donc voilà, c'est une offre de financement. Une entité va mettre à disposition de cette enveloppe pour des actions bien précises. Donc on a en gros un cadre dans cet appel à projet auquel on doit répondre avec des priorités qui sont énoncées. Il y a aussi un calendrier qui est annoncé. Est-ce que l'étude doit être conduite sur 24 mois, 36 mois? Et on a un engagement au regard de cet appel à projet, c'est-à-dire on va soumettre un projet. S'il est retenu, s'il est financé, on devra, en contrepartie, donner aussi de la visibilité sur l'état d'avancement de notre recherche. Et puis aussi, par rapport à l'utilisation du budget, comment on a utilisé le budget alloué et en termes de production scientifique, valoriser les résultats qu'on a obtenus. C'est ce qu'ils expliquaient un petit peu ce matin avec le PHRIP. Il y a des appels de fonds à chaque fois que vous passez une partie de la recherche. Alors, sur le process, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire que je réfléchis j'ai une idée de recherche, je vais en discuter en équipe, je vais dérouler un peu ce fil et je vais commencer à formaliser mon projet de recherche, donc je vais être à l'état de conception du protocole. Après, je ne sais pas comment j'ai mis les... Non, c'est pas si. En fonction de ce projet de recherche, il est possible que j'ai besoin d'un financement en fonction du dimensionnement de mon projet. Est-ce que c'est une étude monocentrique, multicentrique? Est-ce que, en termes de moyens mobilisés, est-ce que je vais avoir besoin de temps humain, de personnel dédié à la recherche? Est-ce que je vais avoir besoin de matériel, de dispositifs particuliers? Donc, en fonction de la façon, est-ce que, je pense aussi en termes de méthodologie, est-ce que j'ai une randomisation des patients? Tout ça aussi nécessite un coût supplémentaire. Et aussi en fonction de la catégorisation de ma recherche, donc ça sur le plan réglementaire, je vais avoir besoin d'un promoteur, d'une assurance éventuellement en fonction de la catégorie. Donc du coup, je vais avoir besoin de moyens financiers. Mais c'est possible aussi que je monte mon projet et finalement, je peux réaliser mon étude sans financement. Là, on se place dans le cadre où, au regard de mon protocole de recherche, j'ai besoin de financement pour la mettre en œuvre. Je vais chercher à quel appel à projet je vais pouvoir répondre. Et en fait, dans notre langage, on dit à quel guichet je vais pouvoir soumettre mon projet.
Donc voilà, ça c'est l'étape. Voilà, je rentrerai pas dans les détails sur la structuration du protocole, mais voilà les items qu'on retrouve dans la plupart des les items phares pour par rapport au rationnel, à la formulation de mon hypothèse et au regard de cette hypothèse, quels sont les objectifs, l'objectif principal et les objectifs secondaires, les critères d'évaluation au regard, quelle méthodologie je vais mettre en œuvre. Quelle est ma population cible? Donc, on est sur la méthode PICO. Quelle est ma population? Quelle est l'intervention? Quel est éventuellement le comparateur si ça s'y prête? Et quels sont les critères d'évaluation, les outcomes? Et quels sont les résultats, les perspectives en termes de bénéfices patients, d'amélioration des pratiques professionnelles? Et au regard de ce protocole, je fais, j'ai ma grille budgétaire au regard du protocole que j'ai formalisé. Donc, il y a une veille et un suivi des appels à projets, donc à l'échelle du GIRC, à l'échelle nationale, et on utilise le thésaurus des appels à projets du GIRC Grand Est. C'est Grand Est, ouais, le Est. Du coup, ça a été évoqué ce matin, et j'ai mis vous avez accès donc au thésaurus des appels à projets du GIRC Est et qui sert, dont l'ensemble des GIRC se servent, et ça vous permet, en fonction de votre domaine de recherche, éventuellement du type d'appel à projet que vous recherchez, puis de votre localisation géographique, d'essayer de recenser les appels à projets lancés sur une période donnée. Sur les types d'appels à projets, alors je veux bien que tu... Ouais. Donc on a vraiment une offre assez large, un panel assez large d'appels à projets. Donc ce matin, on a vu les appels à projets ministériels, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc principalement, on a vu ces 8 appels à projets et dont 4 étaient gérés en copartenariat. Donc là, on est vraiment ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est le PHRIP et le PREPS, mais on voit que les autres appels à projets ministériels sont aussi ouverts pour les paramédicaux. On est pour tous ces appels à projets, sur le principe du guichet unique. Donc vous avez la circulaire qui paraît chaque année et vous avez le même process pour l'ensemble des appels à projets, c'est-à-dire la lettre d'intention, la présélection sur lettre d'intention, puis le dépôt du dossier complet et une date unique pour ces appels à projets. On a d'autres guichets portés par d'autres entités, comme des institutions comme l'INCa, donc ça a été évoqué aussi ce matin. On a aussi, j'ai cité, alors c'est pas du tout exhaustif, mais c'est juste pour illustrer. Vous avez aussi les appels à projets, par exemple, de l'Institut de recherche en santé publique, et on a des thématiques que vous pourrez retrouver assez variées pour ces appels à projets. On a aussi les fondations, donc juste quelques exemples. Mais les appels à projets de la Fondation de France, de l'Avenir, la Fondation de la PHP pour la recherche, etc. Et puis la Fondation Alzheimer, mais tout un tas de fondations qui lancent des appels à projets. On a aussi les sociétés savantes qui aussi nous accompagnent pour les appels à projets, donc notamment la Société de réanimation de langue française, la SFMU, etc., sans que ce soit aussi exhaustif. On a les associations, donc j'ai cité quelques associations. Donc pour les étudiants qui sont en formation en cours, on a l'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie, France Parkinson, la Ligue contre le cancer, et puis on a aussi les mutuelles et les assurances qui proposent un certain nombre d'appels à projets, la MACSF, la MNH, etc. Alors on l'a évoqué aussi ce matin, les appels à projets qui sont initiés à l'échelle d'une région, donc par exemple à l'échelle de la région Île-de-France, donc conjointement avec l'ARS et le GIRC. Mais on a en Île-de-France, mais on a aussi dans les autres GIRC des appels à projets qui sont dédiés ou ouverts aux paramédicaux.
Donc, j'ai cité quelques exemples. Et puis, au sein d'un CHU ou d'un CH, on a aussi des appels à projets internes. Voilà. Alors, c'est pareil, soit ouverts, soit dédiés aux professionnels paramédicaux. Et j'ai mis aussi, voilà, l'industrie aussi, les appels à projets issus de l'industrie. Donc, ça vous donne un peu le panel. Vous avez, oui, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'il y a un site où on a tous les appels à projets qui sont en cours, mais que ça soit à l'échelle régionale, à l'échelle des institutions, etc. Est-ce qu'il y a un répertoire ? Alors déjà, au sein de votre établissement, vous avez, vous pouvez avoir une personne qui coordonne la recherche et qui assure cette veille appel à projet, donc qui peut diffuser. Mais si vous allez sur le thésaurus qu'on a vu précédemment du GIRSI Est, vous avez l'ensemble des appels à projets qui sont ouverts sur, voilà, à l'instant T où vous faites la requête, vous avez les appels à projets qui sont actifs, ouverts, avec la deadline pour la soumission. Ok. Et vous pouvez, logiquement, c'est exhaustif. Voilà, vous avez l'ensemble. Et donc, c'est tous les domaines. Il y a l'IRES, Plinca. Ouais, vous retrouvez tous les appels à projets. Ouais. Merci. Et voilà, peut-être aussi, le GIRSI peut diffuser aussi. Les CH ou CHU peuvent diffuser aussi. Enfin, des fois, ça se recoupe, mais mieux vaut, en tout cas, avoir plus d'informations, mais en tout cas sur ce thésaurus, vous avez normalement en gros le catalogue des appels à projets ouverts sur une période de temps donnée. Donc là, j'ai précisé sur un appel à projet, ça peut être, on peut trouver des appels à projets thématiques, donc sur une thématique donnée. Tout à l'heure, on a vu peut-être prévention en santé, parcours patient, etc. On peut avoir des appels à projets dits blancs, donc ça a été évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique imposée, toutes les thématiques sont les bienvenues. Et on peut aussi avoir des appels à projets libres, mais certaines priorités thématiques sont énoncées dans l'appel à projet, c'est-à-dire tous les projets sont les bienvenus, mais les projets qui portent sur les thématiques priorisées seront regardés de façon attentive, c'est-à-dire qu'à qualité méthodologique égale, un projet qui traite d'une priorité sera retenu par rapport à un autre projet d'une thématique autre. C'est notamment au PHRIP, il me semble. Exactement. Ouais, au PHRIP, par exemple, il me semble qu'il y a 2 ans, c'était plutôt l'autisme et tout ce qui concernait la pédopsychiatrie. Hein. Ouais, voilà. Donc, effectivement, vous pouvez répondre, mais comme le dit, c'est priorisé à ce moment-là. Mais je précise toujours, on le discute dans les jurys, mais c'est priorisé à qualité méthodologique égale, c'est-à-dire que même si vous êtes dans la thématique, mais que le projet n'est pas mûr, mature, ça ne le fait pas passer devant tous les autres. Et la distinction aussi que je faisais tout à l'heure, c'est soit c'est ouvert aux professionnels paramédicaux, mais c'est ouvert aux médecins, aux paramédicaux, c'est large, soit c'est dédié aux professionnels de santé paramédicaux, comme l'appel à projet APRESO du GIRSI de France, comme l'appel à projet ministériel PHRIP. Voilà les distinctions qu'on peut trouver. Et là, je l'ai pris dans le sens inverse, parce que des fois, on voit apparaître un appel à projet, et du coup, c'est un levier, c'est le déclic de se dire, finalement, je viens de lire l'appel à projet. La thématique, finalement, c'est ma thématique d'intérêt. Du coup, c'est un levier. On se dit, je vais essayer de construire un protocole. Alors forcément, là, du coup, ça se fait un peu, de façon un peu précipitée, mais c'est un levier, un déclic pour y répondre. Et on se dit, allez, on y va, on va essayer d'y répondre. Donc, ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Et du coup, j'ai mon appel à projet, je construis mon protocole et je soumets le dossier. Attends, vous aviez une question ? Oui, pardon. J'ai une question sur ouvert et dédié aux professionnels paramédicaux. Est-ce que ça concerne que le porteur, la profession du porteur ou de tout le monde ? C'est une bonne question. Là, du coup, on se place du point de vue du porteur de projet, tout à fait.
Voilà, c'est pas sur, mais c'est voilà, ça pourrait être sur la thématique, etc. Mais là, on est sur le porteur de projet. Est-ce que le porteur, par exemple, pour le PHRIP, c'est dédié aux professionnels paramédicaux? En tout cas, c'est le porteur de projet doit être un auxiliaire médical au sens du code de la santé publique. Donc là, il est vraiment dédié. En gros, je ne peux pas y répondre si je suis psychologue, si je suis professeur d'activité physique adaptée, etc. Voilà, tout à fait. Mais c'est en fonction du diplôme, on va dire, de la fonction occupée par le porteur de projet. Tout à fait. Donc, le processus, réponse à un appel à projet, eh ben, on vous propose de nous aider à y voir plus clair. Et du coup, alors on va essayer de se mettre, mais comme on est nombreux, peut-être des sous-groupes assez, peut-être de 8 personnes, je ne sais pas combien on est globalement. En gros, c'est pas très important le nombre. Globalement, vous regroupez à peu près autour de 8 personnes par sous-groupe. Et puis, on va vous donner... l'idée, c'est... je veux bien. On va vous demander 3 choses. D'y réfléchir comme ça nous aide aussi. Parce que voilà, nous, c'est une façon d'envisager, mais vous allez nous aider aussi. Vous allez enrichir le point de vue de la réponse à un appel à projet. Voilà comment nous on l'envisage, mais vous allez sûrement amener d'autres éléments. Donc c'est identifier les étapes principales du processus. Ça va être assez simple puisque ce matin, la personne de la DGOS nous a bien aidés. Ensuite, repérer les différents acteurs qui sont impliqués à chaque étape, finalement. Qui fait quoi? Voilà, l'idée de répondre à ça. Et le troisième item, c'est essayer de formuler des recommandations, des points de vigilance à chacune de ces étapes. Donc, on a préparé une petite maquette. On va vous remettre une feuille A3, là, juste que vous ayez un petit support. Donc, en gros, le processus en bleu. Donc voilà, quelles sont les principales étapes et on va vous aider, on va circuler dans les groupes. Enfin, on va faire comme on peut parce qu'on pensait pas être dans un amphi, mais bon. En vert, c'est plutôt les acteurs qui fait quoi à chacune de ces étapes. Et puis en orange, c'est les points de vigilance. À votre avis, à quoi doit-on porter attention à chacune de ces étapes? Dans la réponse à un appel à projet. Et puis là, j'ai juste mis, on verra j'ai juste mis la flèche de gauche sur finalement la période de temps qui s'écoule pour répondre à un appel à projet. C'est parti. En gros, là, on s'est intéressé finalement à la parution, au lancement de l'appel à projet. Et donc, on découvre cet appel à projet jusqu'à, finalement, mon projet est retenu ou non retenu. Donc, je vais inviter peut-être ce groupe dans le lancement de l'appel à projet. En gros, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont bien, je les sens. Donc à cette étape pour nous, c'est la parution de l'appel à projet. Donc on consulte la circulaire de la DGOS si c'est un appel à projet ministériel. Donc on va vérifier que le projet auquel on pense répond bien aux critères qui sont fixés, éventuellement aux thématiques prioritaires et aux différentes instructions qui sont données à ce stade. On contacte pourquoi pas déjà un méthodologiste pour lui parler du projet, pourquoi pas la DRCI s'il y en a une, pourquoi pas l'encadrement, la direction des soins pour les mettre au courant de notre volonté de répondre. Et puis on fait attention donc au calendrier qui est proposé pour l'appel à projet, voir s'il est compatible avec celui du projet qu'on envisage de mener. D'autres choses? Merci beaucoup pour ces propositions. Et vous emmenez vraiment... l'idée, c'est de ne pas y aller seul. Donc, on comprend bien l'idée d'emmener un collectif avec nous. Et à la fois notre encadrement, notre direction de soins, et puis tous les acteurs autour de la recherche dès la parution de l'appel à projet. Est-ce que, par rapport à ce qu'a proposé le groupe, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous apporter?
Ça va bien se passer. J'ai été désignée d'office. Du coup, nous, on était partis plutôt sur le détail du lancement de l'appel à projet. En fait, on a détaillé. D'accord, dites-nous, on est preneur. Finalement à la lettre d'intention. Donc, du coup, on part d'une idée de départ. D'accord. D'un appel à projet. Donc, l'investigateur principal essaie de faire une revue de la littérature, du moins essaie de voir si l'idée n'a pas déjà été étudiée. Très bien. Et après ça, il s'assure qu'il est entouré d'une équipe de méthodologistes autour de lui, ou dans son centre, ou en tout cas qui peut se référer à une équipe de méthodos. Tout à fait. Là, l'idée, c'est aussi, je peux travailler avec la structure qui est au sein de mon site, mais c'est aussi possible de travailler avec une autre structure. Si dans mon réseau, j'ai un lien avec une autre structure, ou si dans mon CA, j'ai pas de structure existante, je peux solliciter une structure extérieure à mon site. Oui, tout à fait. Du coup, on s'assure à ce moment-là de la pertinence, de la faisabilité et, du projet plutôt innovant. Très bien. Là, on retrouve les critères. En gros, l'idée, c'est de rassurer, pour le financeur, est-ce que je réponds à sa demande ? Il est en demande de projet sur une thématique. Est-ce que je colle bien à sa demande ? Très bien. Voilà. Et donc après, on part dans la méthodologie de la lettre d'intention. D'accord. Du donc là, on verra que nous, on l'a mis en deuxième pour la lettre d'intention, mais vous pouvez nous donner des éléments. Du coup, nous, c'était le deuxième. D'accord, ok. Est-ce que pour le troisième groupe, vous souhaitez nous apporter d'autres éléments ? Non, mais on était d'accord avec vous. C'est bien déjà. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas cités jusqu'à présent, que vous avez évoqués ensemble ? Pour le premier élément, non, je ne pense pas. Je me retourne vers mon groupe. Non, tout le monde est d'accord. D'accord, ok. Alors, peut-être Valérie ? Oui. Oui, vas-y, tu peux. Ouais. Ah oui, c'est pas grave. Sur le process, voilà. Donc on a la parution de l'appel à projet, donc on ne revient pas sur les thématiques. Voilà. Est-ce que en termes de critères d'éligibilité, est-ce que je vais pouvoir y répondre ou pas ? On a parlé du calendrier. Est-ce que finalement le calendrier qui est proposé colle à mon projet de recherche ? Et puis est-ce que finalement j'ai le temps matériellement de répondre à cet appel à projet ? Et dans l'appel à projet, on a aussi finalement quels sont les critères d'évaluation des projets, comment ça va se passer, parce qu'on a des fois des appels à projet avec une présélection, donc en 2 temps, comme on s'est calé sur le PHRIP, mais des fois on a une sélection directement sur le dossier complet. Et on a, en gros, qu'est-ce qu'attendent en termes de format de réponse, finalement, est-ce que j'ai un format imposé en nombre de mots ? On a entendu parler ce matin sur la plateforme le nombre de mots, nombre de pages pour la lettre d'intention ou le protocole, etc. Donc bien prendre en compte ces éléments. Moi je suis partie petit là, mais porteur de projet, équipe projet. Donc dans l'équipe projet, c'est bien sûr ce qu'on a dit. Nos collègues au sein de l'unité de soins, l'encadrement et puis direction de soins et les structures support de la recherche pour nous accompagner dans le projet. Et en termes de points de vigilance, j'ai mis l'idée de bien comprendre ce qu'attend le financeur, l'entité qui a lancé cet appel à projet, et vraiment de se caler à ses attentes et aux priorités énoncées, et puis de se dire, mais ça on le se dit aussi en équipe, est-ce que j'ai ciblé le bon guichet pour mon projet ? Est-ce que c'est la bonne porte d'entrée, cette porte-là pour financer mon projet, ou je risque d'être un peu borderline ? On a entendu ce matin, par exemple pour le PHRIP, des thématiques de recherche autour de la pédagogie, on a senti que c'était borderline en fonction... en gros, des résultats, des retombées sur le terrain, etc. Donc,
Et quand on regarde aussi, malgré ce qui a été dit, les recherches qualitatives, on voit qu'elles ne sont pas énormément encore retenues. Plus qu'à un moment, mais il y en avait très peu en fait. On est plutôt sur du quantitatif, randomisé. Regardez les résultats de ceux qui ont été retenus. Ça vaut le coup, en tout cas. Oui, c'est aussi regarder les projets qui ont été retenus nous donne déjà un peu la tonalité de ce qui est attendu. Après, les lignes bougent au fur et à mesure des années, mais voilà, ça donne un peu l'idée. Alors, sur le dépôt de la lettre d'intention, du coup, c'était vous, non ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh ben, on se connecte sur le portail. On l'écrit afin de. Non, on le met du coup sur le bon format. On vérifie qu'on a bien toutes les cases de remplies avec les conditions qui sont demandées. Et puis après, on va sur le portail et c'est l'investigateur principal qui signe le dépôt d'intention, de la lettre d'intention. Est-ce qu'on fait ça tout seul ? Non, on fait vérifier plusieurs fois. Et là, c'est là où les méthodos vérifient, le statisticien pour la cohorte, s'il y a besoin d'une cohorte. Voilà. Donc il y a des délégataires qu'on nomme aussi sur cette plateforme pour nous aider à renseigner les différents items. Et là, on est sur, finalement, c'est la dernière étape quand on est sur Innovark ou n'importe quelle plateforme de soumission en ligne. Et finalement, il y a un travail quand même de construction de la lettre d'intention. Voilà, et on va voir les points de vigilance. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter sur cette étape de construction et de soumission de la lettre d'intention? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on doit être vigilant? Alors, on est sur de la forme, le nombre de caractères, mais il y a quand même l'aspect timing, deadline, parce que, ouais, vous l'avez noté? Ouais. Délai d'envoi. Je veux dire quelque chose à ce sujet. Deadline, moi j'en ai déposé plusieurs avec des porteurs et c'est vrai qu'on a tendance à s'y prendre très tard, à solliciter le méthodologiste trop tard. Les méthodologistes sont très pris à l'approche de la date de dépôt, donc c'est bien de les contacter. C'est pour ça que moi je les avais presque mis en haut, parce que quand on pense à solliciter à son réseau une semaine avant le dépôt, tout le monde est surbooké et c'est très difficile. Et en plus de quoi, Innovark, la plateforme, a tendance à planter quand on approche de la deadline. Donc c'est très difficile d'aller saisir sur Innovark quand on est dans les dernières heures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont saisir dans les dernières heures. Donc, oui. Je rajouterais aussi, si jamais on n'est pas un CHU et qu'on fait appel aux méthodologistes du GIRSI, notamment M. Agerter, en fait, il faut être d'autant plus vigilant parce que du coup, il accompagne plusieurs équipes. D'autant plus. Merci. Est-ce que, du coup, oui, on a parlé sur la lettre d'intention. Vous avez des éléments à nous donner? Attends, je vous embête. Je crois que nous, on avait rajouté, je n'ai pas entendu dans les autres groupes, on avait parlé de l'unité de recherche de l'hôpital ou d'une structure pour nous aider à écrire la lettre d'intention. Mais je crois que je ne l'ai pas entendu dans les autres. C'est ça, le chef de projet, ouais. Donc oui, l'idée d'être adossé à une structure de recherche. Donc là, j'ai mis, voilà, bon, ça c'est les attendus. Voilà on a cette lettre d'intention, nos références bibliographiques et on peut pas en mettre. Voilà, d'où l'intérêt aussi de les sélectionner, de les prioriser. Notre grille budgétaire et puis, alors, ça n'a pas été évoqué ici, mais si on est sur un projet multicentrique, on va déjà à cette étape rechercher des partenaires, des centres participants, de dire. Et on peut les associer même en amont, c'est-à-dire que j'ai mon idée de recherche, finalement on s'intéresse à un profil de patient, j'ai des collègues sur un autre site qui prennent en charge ce même profil de patient, est-ce que ça vous intéresse de partir avec nous dans le projet? Donc c'est vraiment où là on fait un peu du démarchage, de dire voilà, on va essayer de jouer collectif, qui vient avec nous.
Et donc j'ai bien mis porteur de projet, équipe projet au sens élargi et la structure d'aide à la recherche. Mais clairement, si on y fait appel en amont, c'est d'autres. Voilà, clairement, c'est mieux. Et du coup, Valérie, ouais. Je veux juste rajouter, si jamais vous êtes en multicentrique, donc vous pouvez aussi faire un comité scientifique et les intégrer, comme tu disais. Et à ce moment-là, il faut aussi déjà leur demander leur taux de recrutement possible pour les patients, puisque c'est un des items, en tout cas, très souvent. Donc se mettre en relation et pouvoir le noter, leur demander en tout cas, assez rapidement. Et à quel moment on fait intervenir le comité d'éthique ? Parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça arrivait très tôt dans l'idée d'être sûr que la recherche soit possible. Je pense notamment aux questions ethniques. Les données sensibles, mais même, moi, la recherche que je fais, c'est du coup avec une population migrante, et du coup, il y avait vraiment besoin de la question éthique, parce que la question ethnique en recherche n'est pas acceptée en France. Donc les comités de recherche, d'éthique arrivent vite, et je me demandais dans quelle phase. J'ai entendu aussi, non, c'est dans votre groupe, je vais laisser exposer. Alors le problème, quand vous dites comité d'éthique, ça recouvre pas mal de choses. Donc il y a le comité de protection des personnes qui arrive tout à la fin de ce processus-là, qui va vous autoriser à démarrer la recherche, mais ça vient après la phase du financement. Après, pour vous soulevez deux problèmes différents. Enfin, il y a un problème effectivement de collecte de données, où on penserait plutôt à la CNIL, si vous avez des données à collecter qui sont particulièrement sensibles. Mais je ne peux pas dire si vous avez besoin de prendre un avis à ce stade. Par contre, vous devez avoir un DPO, un délégué à la protection des données, dans votre structure ou dans votre établissement. C'est obligatoire depuis le règlement européen sur la protection des données. Et le DPO, c'est la personne ressource. Essayez de trouver qui c'est, qui connaît, qui sait vous dire ce que vous avez le droit de collecter comme données ou pas dans tel ou tel contexte de recherche. Et après, il y a encore une autre ressource possible, c'est des comités d'éthique d'établissement. Enfin, certains établissements sont dotés de comités d'éthique, certaines universités partenaires aussi, qui peuvent donner des avis consultatifs. Mais ce n'est pas la même chose que les comités de protection des personnes qui viennent donner un avis favorable ou défavorable tout à la fin de ce processus. Par contre, si je peux me permettre, les comités d'éthique, il faut qu'ils soient comités d'éthique et de la recherche pour donner un avis avec un numéro qui servira après lors de la publication. Parce que si vous avez juste un comité d'éthique d'établissement, ils donnent un avis, mais lorsque vous publierez, ils vous demanderont le numéro et où est-ce que vous êtes inscrit. C'est pour ça que je distingue bien cet avis consultatif qui vous sert, vous, dans votre cas de figure très précis, de l'autorisation de mener l'étude qui doit être délivrée par un CPP ou éventuellement par un CER. Alors, le DPO ou le DPD, c'est le délégué à la protection des données. C'est une personne qui, pour le promoteur, c'est une personne qui tient un registre de tous les traitements de données qui ont lieu à des fins de recherche ou pas sur l'hôpital, si c'est un hôpital. Et maintenant, on doit mentionner ces coordonnées sur toutes les notes d'information de tous les projets de recherche. C'est cette personne qui va recevoir une demande d'un patient qui veut retirer ses données, par exemple, d'une base ou d'une étude, qui ne veut plus participer à une étude. Et cette personne, souvent on l'a pas identifiée et elle est très, très, très au courant de la réglementation sur les données qui vient de changer, qui est compliquée. Donc je pense que quand il y a des problématiques liées aux données, ça peut être intéressant de la mettre dans la boucle. C'est une ressource nouvelle et à mon avis très utile. Je me permets juste de préciser, c'est que au sein de l'établissement, ça peut être la direction du système d'information où cette personne peut être localisée. Ouais, ou des personnes externes, et ça, c'est depuis la mise en place du RGPD, le registre général de la protection des données.
que ce soit sur les données de patients ou même sur les données des professionnels qui travaillent dans des institutions. Tout ça, c'est régi par un règlement européen et il faut justement, c'est là où il y a les DPO qui sont mis, alors soit in situ, soit à l'extérieur de l'institution, et on est obligé de mentionner effectivement dans toute lettre d'information pour que les patients puissent y référer pour retirer l'ensemble de leur consentement et d'arrêter d'être dans des études. Donc en fait, à ce stade, vous pouvez solliciter pour un avis. Alors c'est-à-dire là, c'est pas sur une autorisation, c'est pas émettre un avis favorable ou défavorable à la recherche, mais peut-être dans la construction de votre projet, si vous avez, si vous envisagez de recueillir des données, par exemple ethniques, etc. Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce que ça engendre? Comment vous l'argumentez, etc. Mais là, c'est plus à l'idée de un avis consultatif pour vous aider dans la construction du projet. Donc là, j'ai mis l'idée, mais ça, on peut le faire en amont, solliciter un accompagnement méthodologique. Donc, on recherche des co-investigateurs, si on est sur du multicentrique, et c'est maintenant que ça se joue. Et puis, dans la façon dont j'ai construit mon projet, on a déjà une idée de certaines composantes qui vont avoir un impact budgétaire. Si finalement mes co-investigateurs ou mes centres participants, je suis en Île-de-France et je vais les chercher en Île-de-France, je vais réduire les frais. Par contre, si je vais solliciter des centres participants à l'échelle nationale, on sait qu'il y aura un budget pour les ouvertures de centres, pour le monitoring des données, etc. Donc il y a ces notions-là. Est-ce qu'il y aura une randomisation des patients ou pas, etc. Et bien sûr, le timing. Alors, on a vu le petit chronomètre passer. Ouais. 10 minutes. D'accord, ça marche. L'idée de, finalement, on fait tous à la dernière minute, comme disait votre collègue, mais on a aussi des couacs, des professionnels qui n'ont pas sauvegardé sur la plateforme au moins une version, qui continuent à modifier et qui soumettent après minuit et le projet est retoqué. Donc attention, soyez vigilants. Sur l'étape de présélection, on va aller assez vite puisque finalement c'est l'envers du décor, ce que l'on ne voit pas, mais ça a été bien énoncé ce matin. Ils vont prioriser vos projets, nos projets, en très prioritaires ou non prioritaires. Et ils vont nous adresser des commentaires, quelle que soit finalement cette priorisation, on aura des commentaires suite à cette étape de présélection. Oui, Valérie. Donc là, c'est le jury de rapporteurs. Donc, ils ont un portefeuille avec 8 à 10 lettres d'intention, par exemple pour le PHRIP. Et j'ai mis sur les points, ça a été vu ce matin, ils vont s'assurer que le projet soit éligible. Finalement, est-ce que vous êtes dans les clous ou pas? Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est pertinent de conduire cette recherche? En termes de plus-value, de perspective, quels sont les résultats potentiellement attendus pour le patient, pour l'amélioration des pratiques professionnelles? Finalement, ce que vous leur proposez, est-ce que c'est faisable dans le temps imparti, avec le nombre de centres que vous décrivez, avec le budget que vous précisez? Et finalement, en termes de méthodologie, est-ce que ça paraît, entre guillemets, pertinent pour répondre à la question posée? Est-ce que vous allez pouvoir obtenir des résultats avec un niveau de preuve scientifique assez élevé, c'est-à-dire qu'ils pensent aussi en termes de publication, finalement, est-ce que ces résultats pourront faire l'objet d'une publication par la suite? Alors, finalement, cette grosse étape, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur... on m'a donné mon projet est prioritaire ou très prioritaire. Et qu'est-ce qu'on a dit? En gros, on s'achemine vers quoi? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. J'adore, parce que là, on n'est pas arrivé là, en fait. On n'a pas vraiment eu le temps d'aller ici. On n'a pas été jusque-là. Pendant cette étape, en même temps, nous, on continue à travailler sur le projet. Et oui, voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que... Oui, vous avez des éléments...
Non, mais c'était ça. Hein, c'était une fois que la lettre d'intention est déposée, on continue à travailler sur le protocole pour pas perdre de temps et être sûr que quand on l'envoie, on ne se retrouve pas à la dernière minute à gérer les problématiques statistiques. Tout à fait, le calcul du nombre de sujets nécessaires, etc. Et puis, c'est aussi entretenir du lien avec l'équipe et puis avec les autres collègues des autres centres, de se dire, voilà, il y a une dynamique qui s'est enclenchée, on essaye de la maintenir dans le temps. Sinon, on peut avoir aussi des surprises à l'étape du dossier complet. Il y a un centre participant qui n'est plus partant pour la recherche, etc. Alors, j'ai mis... on réajuste sa lettre d'intention au regard des commentaires. Alors, Valérie disait... tu disais quelque chose pour les commentaires tout à l'heure. Alors, on en tient compte, mais on a eu un petit débat. C'est pas toujours évident de comprendre. On peut ne pas être d'accord, mais normalement, on tient compte des commentaires de ceux qui ont expertisé, des experts. Et je pense qu'on peut répondre si on n'est pas d'accord, en fait. Mais il faut l'argumenter. Voilà, c'est ça. Tout à fait. En fait, on a une partie dans le dossier complet où on va dire qu'avant le protocole, on fait réponse aux commentaires et on argumente. Voilà. Excusez-moi. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est dans le cas de l'évaluation, par exemple, d'un dispositif médical ou éventuellement d'un traitement, à quel moment est-ce qu'on sollicite l'industriel ou le partenaire qui va justement participer au coût finalement du projet. Du coup, là, si on a notamment un cofinancement par un industriel par rapport à un dispositif médical, on va le solliciter bien en amont, quelque part de la réponse à l'appel à projet, ou en tout cas au lancement de l'appel à projet, si on a l'intention d'y répondre, de dire, savoir s'il est partant, s'il amènera un financement, qu'est-ce qu'il financera. Il faut aussi argumenter dans notre lettre d'intention qu'est-ce que financera l'industriel ou le... Oui, vous avez dans les lettres d'intention, vous avez la section partenariat industriel, cofinancement. Ouais. Voilà. Et puis donc on répond point par point. Donc on réajuste son budget parce que si on a fait des modifications, si on a inclus un autre centre, etc., on réajuste. Les formalités réglementaires. Donc on est toujours vraiment cette équipe élargie et on va amener des précisions. Donc on va étayer son rationnel. On va bien décrire finalement sur comment la recherche va se décliner. Donc on décline les étapes et on distingue bien ce qui est des soins courants et les actes qu'on ajoute du fait de la recherche. Et ça va générer aussi des surcoûts et ça va avoir un impact budgétaire. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est dans le dossier complet nous, on a prévu un carnet de bord pour les familles. Est-ce qu'il faut qu'il y figure ? Et est-ce qu'il peut changer après si on a besoin de réadapter 2-3 choses, y compris les questionnaires, etc. Est-ce que ça, déjà, il faut que ça figure ? Et la deuxième question, c'est on va nous solliciter des maternités pour y faire les recrutements, mais ce ne sera pas multicentrique. Eux, ils seront lieu d'inclusion, mais pas lieu d'investigation. Pour moi, c'est du multicentrique dans le sens où ils vont contribuer à la recherche, ils vont contribuer aux inclusions. Après, je ne sais pas, l'intervention ou ce que vous allez mener se fera peut-être sur un site dédié, mais qui participe uniquement à l'inclusion des patients, c'est ça ? En fait, on fait l'entretien de recrutement des familles à la maternité, mais après, on les voit en dehors. D'accord, sauf qu'ils sont, pour moi, ils sont centres participants. D'accord. Ouais. Pour moi, ces centres participants, ils contribuent à l'inclusion des patients. Donc, ils seront déclarés. Et la deuxième question sur les outils ou documents annexes. Alors, s'il y a des questionnaires, donc ça fait partie en fait, ce que j'ai mis là sur comment vous allez mesurer vos critères d'évaluation. Donc, éventuellement, vous allez utiliser un questionnaire. Ça doit figurer dans votre protocole. Après, sur les outils à disposition des patients, comme un carnet de bord, c'est des outils qui peuvent être ajoutés après. C'est-à-dire que quand vous obtiendrez le financement,
on révisera le protocole avant de le soumettre aux autorités réglementaires. Et donc là, il faudra faire tous les documents pour le patient, etc. À cette étape-là, autant les questionnaires, si ça fait partie des critères d'évaluation, oui. En tout cas, il faut qu'il y ait une trame. Après, le document peut évoluer. C'est ça que je veux dire. C'est pas un document définitif. Voilà. Juste peut-être une ruse. Ils peuvent être votre maternité, elles peuvent adresser, mais l'inclusion, tout se fait chez vous. Éventuellement, dans ce cadre-là, peut-être que c'est possible. Si l'inclusion se fait chez eux, ça veut dire qu'il y a du personnel de l'étude qui est sur place, mais ils peuvent vous adresser des patients et tout a lieu chez vous. Dans ce cas-là, non. C'est un centre co-investigateur de votre recherche. Ça a l'air de vous gêner, non, de les déclarer? Je rigole. Parce qu'il y a des coûts, c'est tout, et il faudra leur reverser. Il y aura une enveloppe, il y aura des lignes qui seront fléchées pour chaque centre co-investigateur, au regard du nombre d'inclusions. C'est ça, c'est l'impact budgétaire, je pense, qui doit... Oui, le budget que vous allez demander, du coup, rentrera, il y aura une ligne pour pouvoir reverser de l'argent à ces centres-là. Ouais. Juste une chose. Au niveau de l'assurance, je ne sais pas ce que ça a commencé. Sûrement pas grand-chose. Je ne sais pas. Oui. Par contre, le multicentrique, ça gagne mieux que le monocentrique. On appelle un projet. Donc, En fait, ça a plus de puissance, tout simplement. Oui. Et puis alors il y a toujours la deadline, ça va très vite et il y a quand même beaucoup de choses à faire, à réajuster, à relire en équipe, à faire circuler. On fait circuler les documents, donc il faut être vigilant par rapport à la deadline. Et enfin, le dossier est parti. Alors là, pour le coup, on peut souffler. Et là, c'est le travail des rapporteurs et des experts qui vont se prononcer sur vos dossiers. Oui, avant de souffler, justement une question concernant l'assurance, parce que le mot a été prononcé. Oui. Est-ce que là, dans le protocole, on détaille déjà l'assurance? Dans le dépôt de dossier, est-ce qu'il y a une partie qui concerne les assurances? On doit se détailler un peu concernant ce sujet ou pas encore? Là, c'est pas du tout... Je crois... Alors en fait, ça dépend comment l'étude va être catégorisée. Voilà. Si vous êtes en 2 ou en 1, en fait, le coût de l'assurance ne va pas être le même. Ceci dit, il faut le prévoir dans le budget. Ou alors, votre établissement, il a déjà une assurance globale et est-ce que ça rentre dedans, en fait? Ouais. Catégorie 1 ou en catégorie 2, vous avez une assurance qui est obligatoire et je pense qu'il doit y avoir une section dans le protocole relative à l'aspect par rapport à l'assurance. Après, je ne sais pas trop sur... Justement, si vous êtes catégorie 1 ou 2, 1 chez les paramédicaux, c'est un peu plus compliqué quand même, faut y aller. Mais c'est vrai que du coup, mais ça se fait, oui, mais du coup, vous devez passer à la NSM, au CPP, vous devez avoir une assurance. Il y a une réglementation plus importante que si vous êtes sur une étude de catégorie 3 ou hors loi Jardin, en tout cas. Donc voilà. Théoriquement, vous aurez pensé à l'assurance dès le dépôt de la lettre d'intention, puisque vous faites une grille budgétaire et que ça va vous prendre... Ça peut être 1 000 ou 2 000 euros pour une catégorie 2, c'est pas forcément énorme, mais il faut y penser. Ouais. Déjà, vous avez la ligne pour le promoteur, la promotion du projet, l'assurance, etc. Donc oui, quelque part, on commence déjà à poser les choses. Donc les rapporteurs sur avis des experts. Donc on a vu ce matin qu'il y a plusieurs experts sur un projet, et puis le rapporteur va faire la synthèse de ces expertises et va se positionner et ça va être discuté en jury. Et là, on va être sur toujours cette idée de prioriser au regard de l'enveloppe à distribuer. Donc là, ça a été évoqué par Peggy Gatignol sur, on a toujours ces items qui sont récurrents finalement, quel que soit le type d'appel à projet, en termes d'utilité, pour le patient, pour les professionnels de santé, pour le système de santé en général, l'aspect innovant, quelle est la plus-value de cette étude,
comment j'aborde cette question, comment je vais répondre à cette question, quelle méthodologie je vais mettre en œuvre. Et finalement, ce que je décris, est-ce que c'est faisable dans le temps imparti au regard du budget, du nombre de centres participants, du nombre prévisionnel de patients ou de participants à inclure dans la recherche. Donc voilà, on est au bout du process. Et il est 15h. Ouais, juste, je vous remercie en tout cas pour votre participation. On va juste peut-être sur les 2 vignettes. Ouais. Donc là, on se disait que ça ne marche pas à tous les coups, en gros, mais voilà, comment on peut retravailler un projet. Et là, on voulait vous partager juste 2 petites expériences, mais peut-être l'expérience de Valérie. Parce que si on n'a pas beaucoup de temps... En fait, l'idée, c'était de montrer que même si on n'est pas un CHU, on peut tout à fait être retenu. Nous, c'était notre expérience de 2015. En fait, on était un centre hospitalier intercommunal. On n'avait pas d'unité de recherche clinique. Finalement, on a fait comment ? On a regardé sur Google et on s'est aperçu qu'on pouvait se rattacher à une DRCI. Donc, on est allé à Versailles, qui nous a accueillis. On s'est présenté au PHRIP. On a monté le projet, on a été retenu. Quand on a monté l'équipe, malgré tout, on ne savait pas trop, on n'a pas pris de techniciens d'études cliniques, donc ce sont les infirmières qui ont fait le relevé avec moi. Le statisticien, à l'époque, à Versailles, il n'y en avait pas, donc on a pris, ils nous ont proposé Ambroise Paré. Donc on a travaillé avec l'équipe d'Ambroise Paré, qui entre-temps a changé. On s'est retrouvé, on a eu là les résultats. On n'avait plus de méthodologiste, donc 3 ans après. Finalement, on a quand même trouvé quelqu'un d'établissement. Donc là, on vient d'avoir le rapport statistique. Statistique. On doit écrire le rapport et enchaîner sur l'article. Donc, c'est possible. Voilà, pour vous dire que tout est possible. Alors, par contre, sur le temps, c'est un PHRIP de 2015. En 2015, la loi a changé, puisqu'on est passé en loi Jardé, donc il a fallu trouver un CPP. Le projet est parti à Toulouse. Enfin, ça a mis énormément de temps. On a perdu bien 6 à 8 mois. On a inclus pendant 3 ans, c'était prévu dans le protocole. Donc, on était tout à fait dans les temps. Et là, on va s'attaquer à l'article là, en tout cas. Donc, 2015-2021. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à cet atelier. Et puis voilà, on reste disponible pour des questions. Merci à vous en tout cas.